23h04 et l'after est là jusqu'à 1h30 du matin comme tous les soirs de Coupe d'Europe. After classique jusqu'à minuit 30 et ensuite libre antenne tout à l'heure de minuit et demi à 1h30. Vous avez maintenant l'habitude de cette libre antenne qui s'installe tous les soirs dans l'after, c'est magnifique. Daniel Riolo est là, salut Daniel. Bonsoir les amis. Et Walid Acharchour est avec nous ce soir, salut Walid. Salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous. C'est l'after évidemment, l'édition... Club français. Hein. Pardon on est sur un jeudi intéressant. Ah tout de suite tu te proclames que c'est ta faute, c'est toi, non, c'est toi le... D'habitude je suis pas... C'est grâce à lui. Ouais, c'est grâce à toi. D'habitude je suis pas là le jeudi. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, Non mais les j'en gars... conclus que... T'étais pas là le jeudi du Rennes-Shakhtar? J'ai souvenir de toi sur la séance de péno. Ça on avait dit qu'on le disait pas à l'antenne Daniel, mais oui. Donc c'est très récent en fait, c'est très récent. Enfin on est quand même sur une semaine de Coupe d'Europe de club français sans défaite. Oui. Bah écoute, je lance que c'est un déjà défi. arrivé Je me propose de lancer un 3 défi victoires, 3 nuls. à nos amis qui nous écoutent. Une semaine clean sheet. Enfin clean sheet. Avec 6 matchs. Clean de défaite, je sais Ouais. pas comment on dit. Ouais. Sans défaite sur une semaine de Coupe d'Europe. C'est beau. Ouais. C'est beau, c'est rare. Il faut revenir à Non quand mais Daniel, moi je vais te dire, je suis déstabilisé. J'ai pas l'habitude. D'habitude on est là, on a nos acquis, les jeudis noirs, Moi, tu je vois, le on sait prends comment ça fonctionne, Ouais, ça déroule. Je suis très Ouais. content. Je suis très content. Et en plus Ça, c'est maintenant très bien il y a aussi le mercredi parce que Lille a joué à 12 buts 16h30 marqués hier. par les clubs français. 12 buts marqués. En combien de matchs? 6. Bah, c'est pas la grande folie non plus. Dans la pression de toute Bah la non, vie, mais c'est du... Mais attends. Moi, je fais toujours Moi, je te dis, je suis pas habitué. Donc, j'ai préféré vérifier, mais ça fait que 2 buts par match. 3 Rennes, 3 Marseille, 2 le PSG. C'est pas mal quand même. Enfin, c'est 2 buts par match. Hein. Oui. De Lille, un Toulouse. Je sais pas Non, si tu c'est surtout pas de défaite. Je sais Pas pas de si tu te défaite. rappelles d'où on vient, Pas de Daniel. défaite avec un déplacement à Amsterdam, avec À Séville. un Séville. déplacement à Séville, avec Toulouse qui n'a aucun repère et qui donc peut perdre contre n'importe qui, et surtout contre une équipe comme l'Union Qui Saint-Gilloise. a fait quart l'année dernière en Europa League. Voilà, non, quand même quoi. Voilà, Alors- mais faut pas être pisse-froid pour un début de moyenne, Exactement. Daniel, quand même. Les gars, Exactement. Je t'ai vu Prenons- pas satisfait. Non, je suis Prenons, très content, très satisfait. prenons, j'allais dire les matchs les uns après les autres. Enfin, faisons les choses dans l'ordre plutôt. Déjà, je vous rappelle les résultats des clubs français et les résultats de la poule. C'est important, hein, parce qu'évidemment, vous le savez, tout ça se joue sur un mini championnat. Donc Rennes bat Haïfa 3-0. Dans le même temps, dans cette même poule, Panathinaikos bat Villarreal 2-0. Pendant ce temps-là, donc C'est la Saint-Gilloise, folie des Grecs ce soir. les Grecs, ils ont cartonné. L'AEK également. Alors, c'est pas fini, je crois, AEK Brighton. Hein, Brighton AEK, pardon. Si, c'est- C'est fini, ça y est. On va se terminer. Bon, 3-2 alors, AEK. j'y arrive. Donc, Ajax OM 3-3. Et donc, l'AEK Athènes gagne à Brighton 3-2, ce qui est une vraie performance Exactement. pour les Grecs. Mhm. Et puis, donc, Saint-Gilloise Toulousain partout. Et dans ce même groupe, Liverpool a gagné 2-1 à Linz Après avoir ce été soir. mené 1-0. Oui. C'était étonnant. Effectivement. À ce moment-là, en tout Bon, cas. après, on était City a très été étonnés. mené 1-0 aussi par l'Étoile Rouge. Oui, Bon. mais enfin, quand tu vois Liverpool mener contre une équipe dont tu arrives à peine à dire le nom, c'est toujours très étonnant. Même si tu te dis ça va pas durer, machin. Tous les autres résultats sur rmcsport.fr, bien sûr. Le 32-16 est ouvert. Direct Studio est là également. On est bien sûr sur la chaîne Twitch, les RMC Sport en direct. N'hésitez pas à vous connecter pour voir notre studio et vivre l'after avec nous. Et puis, les gars, je rappelle qu'en plus des matchs, on va tout à l'heure faire le point sur ce qui s'est passé encore aujourd'hui à Marseille. Hein. Réaction à droite, à gauche, les enquêtes en cours, ce qui se dit après... notamment la longue interview de Pablo Longoria à la Provence. Ce sera dans quelques minutes après l'analyse du match. Mais d'abord, les 3 points, comme de coutume. C'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Daniel, de quoi tu veux parler ce soir? Eh bien, on a déjà commencé à en parler, la formidable semaine de nos clubs. Donc, arrêtons-nous sur les matchs de ce jeudi soir avec le spectaculaire match de l'OM qui, honnêtement, doit même le gagner, ce match. Dans le même temps, on parlera de la performance. Alors, à Rennes, c'était une autoroute. Alors, c'était d'une tranquillité, c'était parfait. En plus que des beaux buts, c'était très bien. Et puis, on terminera, tu l'as dit, avec la situation à Marseille. Et y a-t-il un dénouement? C'est la question que j'aurais envie de poser ce soir. De quelle façon on peut sortir de cette crise maintenant, sachant que les deux parties qui s'opposent n'ont pas l'air de vouloir se rapprocher? Walid, tes 3 points. Bah, le premier point, le nul frustrant de l'Olympique de Marseille dans un match complètement dingue où, comme vient de le dire Daniel, je pense que l'Olympique de Marseille aurait pu faire un résultat bien meilleur face à une équipe d'Ajax qui a été très faible.
Le deuxième point, c'est que quand on remet les joueurs à leur poste avec un système un peu plus cohérent, on revoit quand même du football à l'Olympique de Marseille, contrairement à ce qu'on a vu depuis le début de saison, avec ce 4-2-4. Et puis le troisième point, c'est cette semaine européenne et cette balade rennaise qui a fait un super match avec un très bon Matic et l'attaquant turc qui a été aussi très intéressant et buteur. Et Toulouse qui va chercher ce premier point à l'Union Saint-Gilloise, alors que je pensais que ça allait être compliqué pour leur début en Coupe d'Europe depuis très longtemps. Alors, considération générale d'abord sur la semaine européenne des Français. Il faut le dire, hein, des fois dans l'after, voilà, on sent pas les choses comme il faut. Lundi, on disait quoi, Daniel? Lundi, on disait, ouh là là, vu le week-end de Ligue 1, on n'est pas très confiant sur la semaine européenne. À juste titre. Hein. Et parce Ouais. que tu voyais quelqu'un confiant, toi? Non, mais comme quoi. Il n'y avait pas matière à Après, être ce qui était confiant. intéressant, c'est qu'on Comme avait, quoi le foot. on avait fait une émission, je crois que jeudi ou vendredi, avec les drôles de dames, Mm. où on expliquait, on mettait en perspective que les les adversaires adversaires, qu'on allait à jouer étaient aussi en grande difficulté en championnat, notamment Dortmund, Séville, l'Ajax. même l'Ajax. On disait que c'est le pire début de saison depuis 65, je crois que c'est ce que Saint-Gilloise aussi, c'est je bof. crois que c'est ce que Johan Crochet nous disait. L'Union Saint-Gilloise a perdu beaucoup de joueurs, mais il fallait le matérialiser par des résultats et ils l'ont fait. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Si on n'est pas bon en championnat, en tout cas qu'il n'y a pas énormément de spectacles en championnat, mais qu'en Coupe d'Europe on est performant, moi je signe tous les jours. Hein. Oui, après, moi, je préfère signer une fois que tous nos clubs seront sortis des groupes. Oui, Pour l'instant, voilà. oui, ça reste qu'une première journée. Bon, l'OM, on y va. Est-ce qu'on peut dire que c'était un match porte ouverte? Ah oui. Alors déjà, avant de parler du match porte ouverte, puisque le contexte nous proposait un OM en crise, déjà dire que l'entraîneur du moment intérimaire, bon oui, probablement c'est un intérimaire à Bernardado, à peine arrivé sur le banc, il envoie un message qui est clair, c'est le désaveu de ce qui a été fait avant. Il était, sûr. il était dans le club à Bernardado, il n'arrive pas, il n'est pas tombé de la lune. Donc ça veut dire que dans le club, tu avais des gens qui ne pensaient pas comme l'entraîneur qui était en place et qui a insisté pendant plusieurs matchs avec un certain système. Si immédiatement le mec qui se met sur le banc fait quelque chose que n'importe Walid, moi, toi, en arrivant sur le banc, Tous les observateurs. Ou presque. Un truc simple de dire, de toute façon, on n'a pas vraiment eu le temps de se préparer, hein. On n'a pas eu le temps de revoir un peu nos bases ou de travailler. On va juste faire un truc très simple, c'est que Ounahi, tu vas jouer au milieu. On va jouer en 4-3-3. On va un peu déplacer, NDI. un ou deux joueurs. On va mettre des joueurs de football. On va. Oui. Oui, c'est pas qu'il n'y en avait pas. Non, mais Pas qu'il y en avait pas avant. quand on voyait le 4-2-4 avec Mugueux et Correa, notamment sur les côtés, qui étaient dans le boum, boum, boum. Absolument. Là, remettre Bon, des après, toi, joueurs. tu penses à Ounahi en fait. Parce que Non, même pas Ounahi. Harit qui a fait une première mi-temps incroyable. Harit, qui c'est quand même à souligner son entrée. Le mec, il est bon quand il joue. qui est replacé un peu dans le cœur du jeu. NDI, les trois de devant, même si Ounahi a eu un peu de déchets. T'avais du ballon. Mais il y avait des joueurs qui parlaient le même football. Et même dans le pressing, on a eu une équipe beaucoup plus joueuse. Là, après le match de ce soir, Sarr, qui est un titulaire indiscutable, Correa, qui à peine arrivé, s'est installé dans l'équipe. C'est des gars, ils vont se dire, est-ce qu'on va rejouer tout de suite, quoi. Alors qu'eux, ils n'ont pas forcément démérité, c'est pas la question. C'est que la façon dont l'OM s'exprimait collectivement était pas bonne. Ouais, dans le profil. C'est exactement. Donc leur profil va peut-être plus être retenu par les intérimaires. Donc tu as une équipe, mais attention, hein, une équipe qui a connu des trous. Ils sont menés 2-0. À ce moment-là, la théorie du il y a plus de ballons ou le machin, on peut la mettre dans notre poche à ce moment-là. Hein, ça va pas fort non plus. Tu sens que tu as des gars qui peuvent prendre la balle, créer des décalages, mais tu es quand même mené 2-0. Après, eux, franchement, ils sont pas bons, l'Ajax. Hein, donc il y a des errements défensifs des deux côtés, de toute façon. Exactement. Toute la première mi-temps, il y a des 3 contre 3 des deux côtés. C'était fin de five de Porte de la Chapelle. C'est des occasions dans tous les sens, avec des ratés dans tous les sens. Après, nous, on aime ça. Hein. On aime le football, on aime ces matchs-là. Mais... Et quand tu vois Mbemba, qui était une sorte de gars qui passait pour un rock, se faire... je ne sais même pas si au five de Porte de la Chapelle, ça arrive, ça. Le mec qui est lobé sur un rebond au milieu du terrain, comme ça. Parce qu'à 3-2, il y a une balle, Là, de ça 4-2. arrive au Média Football Club, quand Pierre Dorian se fait lober comme ça, il y a une balle, Gilbert le sort. Bergwijn a une balle de 4-2 à la 70e minute. C'est lui le boss de l'équipe. Pas trop le style de Pierre Doran de se faire lober comme ça. Non, il Non, est pas parce que- petit quand même. Oui, mais maintenant il joue latéral, Ouais. collé à la ligne. Ouais. Tu vois Ouais. C'est plus donc, Jérôme il peut- Thomas qui peut se faire lober. Jérôme, jamais il prend un lob comme ça. Jamais. Il a une vista. Bon, bref, c'était pas brillant défensivement dans les débuts de l'OM où tu avais l'impression que chaque attaque de l'Ajax, ça pouvait donner un but.
Mais la réplique de l'OM, elle était bonne parce qu'eux aussi se créaient des occasions avec Aounaï qui était hyper actif mais qui ratait beaucoup. Il a raté des trucs où tu dis ah dommage, c'est quand même osé ce que tu as fait. Et il y avait d'autres ratés qui étaient plus chiants quand même. Parce que c'était des vraies balles de but. Ah oui, en première mi-temps, il y a eu des grosses occasions. Tu as Ndiaye qui touche la barre. Tu as la grosse occasion d'Aubameyang. Ah, mais l'Ajax aussi, selon des grosses. Ah oui, je rappelle bien sûr. les Non, mais arrêts. bien sûr, attends, elles sont partagées. Mais c'est pour ça que ça peut terminer à 5-5, ça peut faire 5-4, Non, ça je peut te dis, faire c'est match 5-3. porte ouverte. Non, mais vraiment. Et c'est vrai que c'est dur. Ce match-là est très, très dur à analyser parce que tu as des périodes où l'Olympique de Marseille est en grande difficulté et des périodes où il roule clairement sur l'Ajax avec des grosses situations. Et au final, tu te dis que Marseille aurait pu gagner ce match-là, mais aussi le perdre. Hein. Sur la fin de match, tu as Taylor qui a une occasion où il se lève la balle. Là. Ça peut faire 4-3. Donc, oui, match très, très compliqué à analyser. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'on a revu une équipe de l'Olympique de Marseille protagoniste avec le ballon, dans le pressing, pas une équipe attentiste avec 2 blocs de 4. Je trouve que les joueurs ont joué, entre guillemets, les uns pour les autres, ce qui n'était pas le cas sur le début de saison où c'était du +1. Donc, je trouve que dans le contexte, en plus, on n'en a pas parlé, mais dans le contexte actuel à l'Olympique de Marseille, revenir c'est vrai qu'on aurait pu avoir des gains un peu tétanisés. Voilà, de revenir au score. Attends, quand ils sont menés 2-0, je vois la tête d'Aubameyang. Ah oui, moi aussi. Et une tête de on va couler. Hein. Ah oui, Très franchement, moi aussi. j'ai eu très peur à ce moment-là. Son visage, le début de match, on va couler. Le début de match, parce que paradoxalement, il met 2 buts ce soir. Mais des buts presque celui où il fait un tir en taclant là. Il n'est pas évident à mettre alors que cette espèce de petit lob qui rate alors qu'il y a tout à faire sauf ça. C'est le dernier choix. Le mec, il est dans le trou. Il est dans le trou. Non, mais Aubameyang, à l'image de l'équipe, il y a beaucoup de joueurs, tu sais pas comment analyser la rencontre parce qu'ils sont passés parfois à côté et derrière ils se sont rattrapés avec une belle réaction. Hein. On continue l'analyse du match, on fait l'évaluation dans quelques instants et ensuite on parlera de ce qui se passe en coulisses à Marseille avant de parler après cela de Rennes et de Toulouse. Supporters rennais toulousains, prenez rendez-vous au 32-16 et quant à vous les supporters de l'OM, on vous attend tout de suite au 32-16. On se retrouve dans quelques secondes sur RMC. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Qui est ce qu'elle est, avec des arguments qui sont avancés. Aujourd'hui, dans le milieu, clairement, même dans notre milieu, il y a certains médias qui sont très nuancés et qui semblent balancer du côté des supporters, si tu lis bien, si tu fais bien attention. Dans le milieu du foot, beaucoup, forcément, depuis 2 jours, on parle avec énormément de gens. Il y a pas mal de gens dans le milieu qui disent que tout n'est pas formidable dans ce que fait le président de l'OM. Moi, je suis plutôt d'avis qu'un président comme ça, c'est difficile de faire mieux dans le contexte actuel pour l'OM et que son professionnalisme, parfois excessif, peut déranger, mais que je ne vois pas de meilleure personne en ce moment pour diriger l'OM, même si on peut lui reprocher certaines choses. Et que j'aurais préféré que les supporters et lui s'entendent plutôt que d'aller se déchirer sur des choses annexes qui n'ont pas toujours de rapport avec le foot, mais qui ont plus un rapport avec la gestion de la ville et de certaines associations. Ça, Longoria, lui, il s'en fout un petit peu. C'est son droit. Beaucoup de choses ont tourné autour du centre de formation dont il faudra qu'on reparle parce que le problème du centre de formation de l'OM, il est puissance 10 à Marseille, mais les problèmes dans les centres de formation en France, moi, j'en parle depuis 10 ans. J'étais allé à l'OM en 2013 quand j'ai écrit mon bouquin Racaille Football Club. Quand on m'a expliqué à l'époque au centre de formation de l'OM, pour diriger le centre, on avait mis un champion de kickboxing. Déjà, je m'étais posé des questions. Je me dis, tout ne doit pas tourner forcément très très bien là-bas. Est-ce que certains y ont des intérêts ou pas et est-ce que ça aide des familles dans la ville, auquel cas il faut que ce soit une œuvre sociale plutôt qu'un centre de formation de football? Il y a plein de questions que je me pose, mais Marseille est un univers à part, complètement à part. C'est pas toujours que du football. Pas toujours que du football. Et quand tu vois que la politique et tous les élus locaux sont plutôt à soutenir les supporters plus que leur président qu'ils ont carrément lâché, c'est comment dire, ça pose question, quoi. C'est un univers qui est très très particulier, Marseille. Vraiment, j'ai expliqué hier soir plein de choses. Je veux bien le faire encore ce soir. On en parlera tout à l'heure, mais moi, on a l'impression qu'on n'arrive pas à distinguer le sportif de haut niveau et l'exigence du très haut niveau que veut Longoria. Et après, on jugera sur ça marche pas, sur ce que lui veut faire.
et qu'on n'arrive pas, parce que c'est l'OM, parce que c'est un contexte particulier, parce que c'est une ville à part avec beaucoup de choses à gérer qui ne sont pas que du foot, qu'on ne peut pas l'attendre uniquement là-dessus. Et qu'à côté de ça, il faut qu'il tende la main, il faut qu'il fasse un tas de trucs à côté, qu'il fasse attention à plein de gens à côté. Et lui, peut-être qu'il ne sait pas faire, comme beaucoup d'autres n'ont pas su faire avant lui. Alors, les gars, on va continuer le débat. L'interview de Sami Agali, par exemple, Daniel, aujourd'hui, s'il te plaît. est hallucinante. On va continuer Hallucinant. à évoquer ce qui se passe en coulisses dans quelques instants, mais on n'a pas fini sur le match, on n'a pas fait d'évaluation encore. Ouais, mais il m'a On va lancé la là-dessus, faire, je me suis enflammé. On va la faire dans quelques instants. Écoutez Samuel Gigot tout de suite au micro des RMC Sport après le match. C'était un match assez fou. Bon, pour nous défenseurs, c'était assez compliqué, je dirais, parce que de prendre 3 buts, voilà, c'est rageant, mais je pense que ce soir, on a montré beaucoup de caractère. En étant mené 2 fois au score, on est revenu à chaque fois, et c'est vrai qu'on aurait même pu l'emporter, mais ça aurait pu tomber aussi pour eux. Mais voilà, c'était un match avec beaucoup d'émotions, mais je pense qu'il y a de la fierté qui ressort ce soir. Voilà, non, mais c'est une bonne analyse par rapport à ça, parce que c'est vrai que tout à l'heure on en parlait, mais que ce soit individuellement et collectivement, c'est dur d'avoir une analyse complète du match de l'OM. Comment tu fais pour analyser le match de Lopez, qui a été catastrophique sur certaines situations, mais qui a sauvé l'OM sur d'autres? Comment tu analyses le match d'Aubameyang, qui a raté des immanquables, mais qui termine avec un doublé ce soir? Les matchs des défenseurs centraux entre Gigot et Mbemba qui ont été très très compliqués. La même chose pour le double pivot, Kondogbia qui me déçoit sur ce début de saison, et Rongier la même chose. J'ai trouvé que Rongier est passé complètement à côté aujourd'hui. Donc voilà, il y a eu des périodes où l'OM a été dans la réaction. Il a déjà été meilleur, mon petit Rongier. Je te l'accorde ce soir. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Il a déjà été meilleur. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Mais ce soir, il est en dessous, clairement. Tu connais mon avis sur Rongier. Je pense que c'est un très bon joueur de Ligue 1, mais qu'à chaque fois qu'il est en Coupe d'Europe, je le vois beaucoup de limites. Et ce soir, il l'a encore montré. Je remercie Laurent au 32-16. Alexandre avec nous dans quelques instants pour l'évaluation. Et ensuite, il y aura Rennes, il y aura Toulouse au programme. Et puis, de nouvelles infos sur ce qui se passe en coulisses à Marseille. On se retrouve tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est 23h35, Daniel Riolo est là, Walid Cherchour est là, messieurs, l'OM au programme, parce qu'on parlait de vent. Voilà. On parlait pendant la pub de cette histoire du centre d'entraînement tout nouveau, tout neuf à 10 bars du PSG. Il m'a appris quelque chose, Daniel. Oui. C'est quand même incroyable. C'est quoi l'histoire donc, en fait? Le nouveau centre d'entraînement du PSG, il est magnifique, il est superbe. On a installé le concessionnaire. Il n'est pas si magnifique que ça, parce qu'en plus, il y a des infrastructures qui sont... N'oublie pas qu'est-ce qu'on a mis à côté du centre d'entraînement du PSG? Le concessionnaire Porsche. Oui, non, mais c'est juste en face. C'est normal. Tu vois, on va à la base. Si je m'achetais une Porsche, je prends la blanche ou la jaune? Si je régalais madame. Après, tu reviens la semaine d'après. J'ai déjà acheté une Porsche ou pas? Toi, je vais en reprendre une. D'une autre couleur. Donc tout a été prévu, sauf le vent. Et en fait, il se trouve que c'est dans un couloir de vent où certains témoignages font état de quand il y a vraiment du vent, tu peux même pas avancer, quoi. Et comment ça se fait? Et donc la plupart des entraînements sont faussés à cause du vent. Mais ils ont pas vu ça avant. Le centre d'entraînement, il coûte 10 millions. Je connais pas Poissy. Je suis allé une fois pour accompagner mon fils à un tournoi de tennis il y a plus de 5 ans. Et donc là-bas, il y a des bourrasques immenses. Non, mais là où il est construit, en fait, c'est totalement venteux. Je te dis, à tel point que les gens qui bossent là-bas veulent même plus y aller tellement tu prends du vent dans la gueule. Et les entraînements sont faussés à cause de ça. Faussés, ils peuvent pas jouer les mecs. Donc il faut qu'ils refassent des travaux pour monter des parents. Mais surtout que là, si c'est maintenant au mois de septembre, imagine en janvier. En janvier, quand il va faire 0 avec le vent dans la tronche. En janvier, ils vont être bien là. Ah, c'est cocasse quand même. Oui, j'ai trouvé cette histoire. Et il paraît qu'il y a pas mal de défauts aussi dans infrastructure, enfin à l'intérieur, quoi. Nasser, il doit pas être content. Nasser, il est pas content parce qu'il n'y a même pas de bureau prévu pour lui, il paraît. Ouais. Ah oui. Et il est où mon bureau? Ah mince. Ah ouais, d'accord. T'en trouver un. Ah ouais, ok. En même temps, c'était loin. Il me restait ici. En même temps, un bureau là-bas. Ou alors ils se sont dit, vu le nombre de jours où il est là, est-ce que ça vaut le coup qu'il ait un bureau? Est-ce que tu penses que Carl Olive le savait et qu'il a rien dit pour le vent? Ça mérite une enquête. Ouais. Ça m'étonnerait parce que il est tellement supporter du PSG, Carl Olive, que ça doit l'emmerder que les mecs. Tu peux te renseigner cette semaine sur ça? Je vais lui envoyer un message tout de suite. Ok, tu lui dis. Carl Olive, je pense pas qu'il va te dire. Mais si, t'inquiète pas, Daniel, dis-le à l'antenne. La pluie et le beau temps, il va arrêter le vent. Pam. Oui, alors c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que pour tous les autres défauts, ça allait être facile. Pour le vent, c'est un peu plus compliqué. Oui, effectivement. Ils savent pas trop à quel bureau se renseigner. Effectivement, oui. Ou alors tu plantes des arbres. Ah oui, tu penses que ça fonctionne? C'est un peu le principe. Ça coupe le vent. Tu fais une forêt, tu fais pousser une forêt.
Bon, ça Ah, pousse c'est pas en 2 secondes, mais. Ils vont faire, Ouais, ah tu, oui, peux ouais. monter, tu peux monter des parois Ils en pourront bois, non, s'entraîner des l'année trucs, très... Ils pourront s'entraîner l'année prochaine, quoi. avec l'idée de Bah, un Gilbert. chêne, ça met à peu près 75 ans à monter là. Non, tu mais vois. Daniel est en train d'envoyer un message à Carl Olive. Il pense vraiment que Carl Olive va lui dire non, mais moi je les ai roulés le PSG. Dis-le à RMC, t'inquiète pas. Bon, revenons à l'OM. Écoutez Pancho à Bardolado, coach intérimaire, après le 3-3 de Marseille ce soir à Amsterdam. On espérait plus, les joueurs en voulaient plus, ils voulaient chercher la victoire. Moi j'étais mitigé dans les 5 dernières minutes, pourquoi? Si on n'arrivait pas à gagner, je leur ai dit, il ne faut pas perdre. Mais quand j'ai vu la langue qu'ont mis les joueurs pour aller chercher la victoire, on ne peut que les féliciter parce qu'ils ont fait un très bon match. Voilà, ouais, à Bardolado. Bon, évaluation, on va la faire avec Alexandre qui est là. Alexandre, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Alexandre, bienvenue dans l'After. Salut, merci beaucoup. Bon, l'homme du match pour toi? L'homme du match, pour moi, je dirais, je dirais peut-être Harit. Oui, je suis d'accord. Harit. Je suis d'accord. Il a fait une première mi-temps où il a bonifié tous les ballons de l'Olympique de Marseille et avec Klaus, qui lui aussi a fait un très bon match et qui fait un super début de saison, alors qu'on pensait qu'à 4, enfin moi je pensais qu'à 4, c'était pas son système de prédilection et que c'était plus à 3 avec Lens ou avec Marseille qui s'épanouissait. Faut voir ce que ça donne si tu es vraiment mis sous pression. Oui. Je pense qu'il est mieux à 3 couloirs. Mais tu sais que j'ai une théorie sur ces latéraux-là, un peu comme Théo Hernandez, un peu comme Hakimi aussi avec le Maroc, où j'ai l'impression que quand ils partent de plus loin, à 4 notamment, ils ont beaucoup d'espace et ça leur permet d'accumuler les mètres. Alors que quand ils sont à 3, des fois, ils jouent à arrêter parce que le ballon est trop haut face à des blocs bas. Mais pour revenir sur Harit, quand on voit son match qu'il a fait, aide-moi, je crois que c'est Brest, la première mi-temps avait été abominable. Je l'avais jamais vu comme ça techniquement. Même sa rentrée contre Metz n'avait pas été folle du tout à 11 contre 10. Là, ce soir, personnalité, il a emmené le ballon, c'est lui qui donne le ballon pour Aubameyang, c'est lui qui crée les situations, même si en deuxième mi-temps, ça a été un peu moins le cas, parce que je pense que physiquement, il a un peu pioché. Mais ouais, moi je suis d'accord avec toi, en 1, je mets Harit. Je pense que ça a été le plus régulier. Oui, après, il ne faut pas oublier non plus que c'est un retour. Ça fait quelques matchs qu'il n'a pas eu trop de minutes. Il a eu 7 mois de blessure aussi. Hein. Avec le dispositif que mettait en place Marcelino, il avait moins de temps de jeu. Il faut pas oublier non plus le contexte de crise qui est en train de traverser le club. Bon, finalement, pour rebondir ce que vous étiez en train de dire, je pense qu'effectivement, l'analyse du match, elle est assez compliquée. Mais on a 2 équipes qui sont en situation de crise. L'Ajax qui est aussi en situation de crise sportive, avec le contexte qu'on leur connaît et un début de saison qui n'a pas été vu depuis plus de 60 ans. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. En termes de sportifs dans le championnat néerlandais. Et au vu du contexte parce que l'Ajax c'est même pas qu'une crise sportive, hein. Il y a des infos qui disent que le directeur sportif a fait 2-3 trucs louches. Non. Si. Non, arrête. Si, ça n'existe pas dans le football. Et donc le directeur sportif, il a des parts dans une agence qui a permis le transfert d'un joueur de l'Ajax dont j'ai oublié le nom. Bref, donc conflit d'intérêts, mais ça n'existe pas dans le football. Mais non, ça peut pas exister dans le football, ça ne se voit pas ce genre de choses. Ouais. Bon, Alexandre, un autre joueur dont tu veux parler, en bien, en mal, dans l'évaluation? Alors moi j'ai été un petit peu déçu de Valentin Rongier ce soir, même si c'est notre capitaine et on est toujours derrière lui. Je pense qu'il sur l'ensemble des matchs il répond toujours présent. C'est vrai que ce soir j'ai trouvé un petit peu en dedans. Après, je pense aussi que... lui aussi, il a été rebougé sur le terrain. J'ai un poste... là, il était plus habitué. Il est un peu baladé à droite. Peut-être que c'est ça aussi qui a fait que ce soir, il était un petit peu moins bon. Pour l'instant, globalement, le double pivot, que ce soit Kondogbia, Verretou en début de saison, pas satisfaisant. Rongier, Verretou, moi, je trouve que dans... l'intensité, ils répondent présent, mais avec le ballon, moi je suis pas satisfait. Et là, c'était pas ça qu'il devait faire. Oui, bien sûr, mais quand même, le football, ça reste avec le ballon, et parfois je trouve que c'est un peu insuffisant. Et là, ce soir, Kondogbia, Rongier, je les ai trouvés moi par moment, mais dépassés sur les transitions de l'Ajax. T'as vu ça comment? Est-ce que c'était réellement un 4-3-3? Est-ce que ça 4-2-3-1 avec Unai, avec Unai un peu plus haut, moi parfois j'ai vu ça comme ça. Donc il va falloir voir, mais oui, je parle de Rongier, mais aussi Kondogbia, parce que moi pour moi 3-1-2 même. Ouais. C'était pas tout à fait net, mais bon. Comment Harit était positionné sur le côté si on regarde la feuille de match. Oui, c'était Ndiaye et Harit sur les côtés.
Ndiaye arrive sur les côtés, Unai qui se projetait le plus avec le ballon derrière Aubameyang. Mais pour revenir sur le double pivot, Kondogbia la même chose. Hein. J'en attends encore Kondogbia, beaucoup plus. Pour moi, il n'est pas encore arrivé à Marseille. Après, il revient de blessure aussi, mais ce soir, lui aller le aussi. chercher à l'aéroport, il n'est pas arrivé. À lui aussi, par rapport à au mois d'août, avant qu'il se blesse, il était pas mal. Oui, il était pas mauvais, mais Non. après, il prend rouge contre le Pana. Non, il y en a un qui n'a pas quitté le parvis de la gare Saint-Charles, c'est Ndiaye. Ndiaye, à l'arrivée, c'est super, c'est les gamins de Marseille et tout. Il est où, tu dis il est toujours à la gare Saint-Charles à faire des gens. En fait, le problème de Ndiaye, Gilbert, je vais te le dire, c'est qu'il a des qualités, ce mec, sur ses prises de balle. Bien sûr, mais à chaque fois, tu vois, tu te dis, ça y est, là, il va y arriver. Ça y est, il va y arriver. À chaque fois qu'il a le ballon, il ne joue pas avec les autres, en fait. Tant qu'il ne voudra pas être dans le partage sur ses ballons en 1-2, alors qu'il a des qualités de prise de balle assez incroyables, c'est à chaque fois, regardez Ndiaye jouer au football, il a la tête dans ses crampons. Est-ce qu'il n'entrerait pas dans ma nouvelle catégorie, le joueur d'Oliprane? Il va peut-être il va commencer. Bon, on va attendre un peu, mais pas encore. Mais il donne un peu mal. Non, peut-être qu'il faut qu'il marque un beau but. Là, ce soir, il manque de réussite avec la barre. Attention au phénomène, je mets un beau but. Ça pourrait l'encourager à garder la tête. Après Gilbert, sur Ndiaye, ça bosse avec un entraîneur. Je préfère Ndiaye que Correa ou Mugueux qui a fait une entrée mais cataclysmique. J'ai pas envie d'être dur avec le jeune parce que sincèrement il a rien à faire là pour moi. T'as pas été dur en plus. Non mais pour moi t'as plutôt été sympa. Non, je dis que l'entrée, il a tout raté en fait. Il a tout raté. Ce sera le joueur du mois de mai de toute façon. Oui, c'est pas faux. J'aime bien. Mais moi, Wally, je suis entièrement d'accord avec toi sur la rentrée de but. Ndiaye, ok, moi, il me frustre énormément, mais je préfère ces joueurs-là à sensibilité foot que d'autres. Sincèrement, il y a Correa encore sa rentrée, elle est débilos la rentrée de Correa. Celle de Mugueux, la même chose. Et globalement, je pense que je sais pas qui sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il faudra aller dans ce sens, de ce style de joueur. Dis-moi, Alexandre, le prochain match, c'est Paris. Oui. Est-ce que ce que tu as vu ce soir, je sais pas, te fait un peu espérer ou du coup, est-ce que ça change un peu ta vision du match contre Paris? Honnêtement, changer ma vision, pas tout à fait. Après, on sait que le Classico, ça reste quand même un contexte particulier et qu'il y aura justement cet engouement qui va peut-être aussi transcender l'équipe. Si c'est Pancho, il va les chauffer bien comme il faut. Justement, je pense qu'il avait déjà commencé ce soir et que ce que je retiens du match, moi. Après, si défensivement ils sont comme ça peut être compliqué quand même. Voilà, là je suis entièrement d'accord avec toi. Là, ça peut être compliqué. Là. Avec les trois de devant du côté du PSG, ça peut faire popcorn. Même Dembélé, là, peut-être il rangera les Doliprane. Ah oui. Complètement. L'aspect il va les donner à Lodi plutôt. Ce soir ne me rassure pas pour aller au Parc des Princes. Je pense qu'avec la vitesse que peut apporter Mbappé et Dembélé sur les côtés, avec ce qu'on a vu notamment de Mbemba, même Gigot, et bon, même les latéraux, je pense que dans la profondeur, ça va être compliqué. Moi, c'est surtout le contenu qui va m'importer du match de l'Olympique de Marseille, parce qu'on n'a pas insisté là-dessus, mais ce soir, heureusement que tu ne perds pas, parce qu'on ne l'a pas dit encore, Gilbert, mais l'AEK Athènes, si tu l'as dit en début d'émission, mais l'AEK Athènes a fait un gros résultat à Brighton, et pour moi, par rapport à ce que je vois depuis le début de saison, Brighton était l'épouvantail de ce groupe-là. Donc, si tu perds à l'Ajax et que l'AEK Athènes va gagner à Brighton, tu aurais été en grande difficulté sur la suite de la compétition, même si c'est encore long. Donc moi je pense que tu t'es rassuré ce soir. Le contenu au Parc des Princes va être intéressant de voir comment cette équipe va poser des problèmes à cette équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, on sait très bien que le PSG, s'il joue à 80-90% par rapport à la qualité qu'ils ont notamment devant, il y aura, je pense, moi, pas photo. Mais c'est plus sur la projection, sur la suite de ce que tu mets en place. Et puis, il faudra voir aussi le contexte club autour, s'il y a du neuf d'ici là. S'il y a du neuf d'ici là, si le président est toujours là, si un entraîneur de renom arrive avec de meilleures intentions. De renom, mais qui est dispo? Quel entraîneur de renom peut venir? Là, on va en parler dans quelques instants. Je pense que Guardiola peut pas lâcher City pour aller à l'OM. Non, mais vu le contexte, qui va vouloir y aller surtout parce que. Oui, c'est ça le problème. Non, mais franchement. Ouais. Moi, je serais pas étonné qu'à Bardolano reste un petit moment là. On va en reparler tout de suite. Ouais, Alexandre, merci. Il y a quand même des mecs, Van Nistelrooy, il y a quand même des mecs sur le marché qui peuvent venir quand même. Oui, ils savent très bien ce qui se passe au club. Ouais. Et il n'y a pas une théorie, ça pète à Lille avec Fonseca et les temps, et dans 3 semaines, il vient à l'OM. Courte pub, et ensuite, justement, on débat de tout ça, et Florent Germain nous rejoindra. Il était à Amsterdam, il sera avec nous dans quelques minutes. Et ensuite, d'ici minuit et demi, analyse des matchs de Rennes et de Toulouse dans l'after.